Nous accueillons également Louis Duclos. Bonjour Louis, vous êtes analyste géopolitique. Bélir Nabli également avec nous. Bonjour Bélir, professeur de droit, consultant international au cabinet d'Isias Partners et auteur d'un Que sais-je sur l'Union européenne. Et Arlette Chabot également avec nous. Bonjour Arlette. L'Ukraine assure donc, ce sont les dernières informations, qu'elle a stoppé cette offensive russe près de Kharkiv et même qu'elle contre-attaque. Écoutez l'assurance du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est donc rendu hier sur place à Kharkiv. Nos soldats ont réussi à prendre le contrôle de la zone frontalière où les occupants russes sont entrés. Je remercie toutes les unités qui ont obtenu les résultats nécessaires à la destruction des occupants. Aujourd'hui, nous avons également discuté de nos tâches futures en tenant compte des informations fournies par les services de renseignement. Ça, c'est pour la version optimiste, donc cette offensive contenue, parce que dans les faits, on le sait, des combats de rue acharnés ont toujours lieu dans cette ville de Vovchansk, près de la frontière avec la Russie. Général Chauvency, la Russie qui serait embourbée dans ces combats de rue dont on voit les traces ici même. C'est une ville qui est aujourd'hui réduite en cendres, mais qui est une zone de combat toujours actif. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux Ukrainiens d'afficher cette confiance, de dire que les Russes sont stoppés et sans doute n'avanceront plus? Alors, qu'ils aient confiance dans le discours qu'ils tiennent, je comprends. Maintenant, il y a la réalité du terrain. Et puis les objectifs qui étaient vraiment recherchés. Oui, les combats continuent dans une ville qui a été pratiquement abandonnée par tous ses habitants, une ville de 17 000 habitants, ce qui fait une ville d'une certaine surface, qui fait que forcément, comme on l'a vu dans tous les combats depuis 2 ans et demi, où les combats c'est maison par maison, rue par rue, alors effectivement avec une stabilisation au sein de la ville, en rappelant quand même qu'il y a une rivière qui partage cette ville en deux, d'est en ouest, et donc qui permet aux uns et aux autres, je dirais, de consolider leur positions différentes. Oui. Vous dites tout dépend des objectifs que recherchait la Russie, parce que c'est la question de fond là. 2 semaines après le lancement de cette offensive, qu'est-ce que vous en dites, quelle analyse vous en faites? Alors je dis la même chose que ce que j'ai dit dès le début de cette opération sur Kharkiv, que ça fait partie de l'offensive généralisée qui a lieu sur l'ensemble du front, et que Kharkiv était effectivement une diversion pour attirer des brigades ukrainiennes qui ont été prises ailleurs, et ça a été avéré par la suite. Donc une manœuvre de diversion au sens, on tente notre chance, on attire les troupes, on menace Kharkiv et on contraint Zelensky à envoyer des troupes parce qu'il ne peut pas se permettre que Kharkiv soit en danger. Voilà, et je crois que l'opération de ce côté-là a marché, puisque d'un autre côté, quand on voit 200 km plus au sud, il y a toujours cette offensive dont on parle peu, autour d'Avdiivka et plus à l'ouest, où apparemment, je dis apparemment, les Russes avanceraient justement compte tenu de la faiblesse de la défense ukrainienne. Et on va y venir justement, général, parce qu'on a une déclaration alarmante du général Syrski sur la question justement de cette situation à l'est. Il y a vraiment 2 niveaux dans cette attaque qui se déroule aujourd'hui dans le nord de l'Ukraine. Ces combats de rue, on le disait, dans cette ville frontalière, Vovchansk, et puis cette situation à Kharkiv qui pour le coup n'est pas résolue, Louis Duclos. Non, c'est clair que c'est pas résolu et ça va probablement s'inscrire un peu dans le temps. Comme a dit le général, c'est pas étonnant de voir que les Russes essayent d'étirer le système défensif ukrainien. Les Ukrainiens ont plutôt bien réagi, je trouve, parce qu'ils ont réussi à vraiment contenir l'avancée russe, mais on peut s'attendre, je pense, à ce que cette bataille pour Kharkiv s'inscrive dans le temps. Ah oui, vous pensez que ça va continuer? Alors, d'autant que pour les Ukrainiens, le combat a lieu ailleurs. Situation contenue à Kharkiv, mais l'armée ukrainienne reconnaît aujourd'hui des succès russes partiels et une situation tendue plus au sud. On a lâché certaines localités pour mieux défendre l'ensemble. On en a l'illustration à l'instant, Arlette Chabot, avec cette annonce qui vient de tomber. L'armée russe revendique la capture d'un nouveau village dans l'Est. Je trouve que c'est extrêmement difficile, on le disait déjà hier, d'avoir une idée réelle, de bien comprendre ce qui se passe. Le général, effectivement, réfléchit sur la stratégie russe. À la fois, Kharkiv reste quand même une cible, en tout cas, tout faire. L'objectif étant d'abord de tout faire pour faire fuir les habitants, c'est-à-dire des bombardements, l'insécurité, d'une certaine manière, contraindre encore une fois les habitants à partir, percer ailleurs, conquête d'autres villages. C'est pas considérable, mais ça veut dire, comme le disait Hélène Bonnet à l'instant, qu'ils continuent à progresser petitement, mais ils avancent, les Russes. Et puis ça, c'est le point de vue militaire qui fait que cette situation est contrastée, de même que la communication ukrainienne est également, si je puis dire, contrastée. C'est-à-dire qu'on a vu 2 fois le président Zelensky aller à Kharkiv. On l'a vu une fois dans un visage très marqué, extrêmement inquiet, appelant au secours. On le voit aujourd'hui dire finalement on tient.
On a aussi le chef d'état-major qui appelle aussi au secours. Il y a aussi donc des allers-retours. On appelle les Occidentaux. Donc ça oblige à certains, à bouger un peu ou à évoluer dans leur manière de soutenir l'Ukraine. On en reparlera sûrement. Et notamment l'utilisation des armes visant, oui ou non, les missiles sur la Russie. Bref, je veux dire qu'on a du mal. Et du coup, on le constate tous les jours, un jour un discours positif, ou à 1 heure, on a un discours positif, et 3 heures plus tard, on a un aspect aussi, ou une vision plus négative. Donc je trouve que c'est très difficile avec évaluer la situation militaire d'un côté et comprendre, d'après la communication faite par l'Ukraine, quelle est la réalité aussi du terrain et de la capacité de résister des Ukrainiens. Ce qui correspond peut-être même à leurs propres adaptations vis-à-vis de la situation sur le terrain. Ça donne, pour nous, en regardant, enfin moi encore plus, en écoutant, effectivement, c'est très difficile de réaliser, comprendre la réalité du terrain. Oui, Bélir. Oui, vous avez évoqué justement la question des moyens, des capacités en fait russes dans cette offensive. En fait, ils font la démonstration de ces capacités réelles parce que l'économie russe est totalement passée du côté d'une économie de guerre. La question des moyens, en fait, elle se pose surtout, je trouve, aujourd'hui plus que jamais du côté ukrainien. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un vrai crash test auquel est confrontée l'armée ukrainienne, qui attend encore la matérialisation des engagements occidentaux. Je parle des derniers, notamment ceux qui ont été entrepris côté américain. Et je pense que ça joue. On est dans un moment où précisément l'armée ukrainienne est en attente encore et n'a pas encore ses armements, ses fournitures d'armes qu'elle attend de manière urgente. Et donc il y a une fenêtre de tir que les Russes essayent d'exploiter. Ce qui est frappant, Bélir, c'est qu'ils n'ont pas réussi dans cette fenêtre qu'ils avaient pendant 2 semaines. En tout cas, si on s'en tient à la version ukrainienne, malgré leur économie de guerre qui tourne à plein régime, malgré ces armements qui manifestement ne leur manquent pas, en ce moment, contrairement aux Ukrainiens, ils ne percent pas. Pour l'instant, ça reste aussi un fait marquant. Oui, ça renvoie aussi aux limites ou aux défaillances de l'armée russe, mais il n'empêche, il y a quand même, je trouve, d'un point de vue stratégique, quelque chose d'intéressant, un opportunisme qui est derrière ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ce n'est pas une offensive qui n'est pas pensée. Et dans ce qui la motive, il y a précisément cette volonté d'exploiter un moment particulier où les Ukrainiens sont en attente, en position de faiblesse, et donc les Russes essaient d'en profiter tout simplement. On a vu notamment, je tiens à dire, quand même des assauts russes sur des positions ukrainiennes où les soldats russes sont dans des voiturettes de golf. On en a vu aussi qui passent en moto dans les champs, qui passent dans des camions qui ne sont pas blindés. Donc malgré tout, il y a des raisons de penser que l'appareil militaire russe est très usé et ils lancent des offensives, mais leurs soldats n'ont pas de grandes chances de survie en fait. 12h30 sur LCI, merci d'être avec nous. Ce n'est pas une, ni même 2, mais 4 sources russes anonymes qui l'affirment à l'agence de presse Reuters. Le président russe Vladimir Poutine serait prêt à un cessez-le-feu en Ukraine à 2 conditions. La première, c'est que cet accord entérigne les lignes de front actuelles. Voilà ce qui est détaillé par Reuters. Le président russe Vladimir Poutine est prêt à mettre un terme à la guerre en Ukraine grâce à un cessez-le-feu négocié qui reconnaît les lignes actuelles du champ de bataille. La deuxième condition à ce cessez-le-feu, c'est le président Vladimir Poutine qui en parle en quelque sorte hier à Minsk. Écoutez. Si on reprend des pourparlers de paix, ce que j'estime nécessaire, pas parce qu'on me pose un ultimatum, mais parce que c'est une question de bon sens, ils devront être basés sur le bon sens, justement. Et donc la question c'est, avec qui peut-on et doit-on négocier pour que les documents signés soient juridiquement contraignants? Il faut que nous soyons absolument sûrs que nous avons affaire à des autorités légitimes. Louis Duclos, est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment cette négociation? Est-ce qu'il faut croire ses sources? Est-ce qu'elles sont
crédible selon vous? On rappelle que Reuters, c'est quand même un média très sérieux, c'est l'équivalent de l'AFP pour la France. Dans ces termes, moi, ça ne m'étonne pas, parce que la situation est totalement à l'avantage de la Russie. Ils contrôlent beaucoup de terrain par rapport au début de la guerre, donc ils ont forcément beaucoup avancé. Donc le fait qu'ils veulent négocier pour garder ces territoires, et notamment garder la Crimée, oui, ça ne m'étonne pas qu'ils pourraient signer pour la paix pour ça. Mais ce sont des termes qui sont évidemment inacceptables pour les Ukrainiens. Ça, il n'y a pas de doute. Faire une croix sur la Crimée, sur les 4 oblasts, Zelensky ne voudra jamais. C'est l'idée d'un cessez-le-feu qui est avancée dans ces négociations. Est-ce que l'Ukraine aujourd'hui, après 2 ans de guerre avec ces difficultés qu'on connaît, finalement pourrait en arriver à se dire qu'elle a un intérêt à geler ce front, qui sait au moins temporairement? C'est très difficile à dire. Moi, je reviens à ce qui vient d'être dit, qui est avantage à la Russie à la date d'aujourd'hui. Donc, intérêt pour Poutine de dire ce serait bien peut-être qu'on trouve une solution. Il a parlé il a utilisé le mot nécessaire, d'après la traduction. L'Ukraine n'a pas encore perdu. Elle se bat encore, mais elle n'est pas en situation de gagner, mais elle n'est pas dans une situation de défaite. Donc, finalement, ça peut inciter... mais ça peut durer très longtemps comme ça. Alors, ça... Tout dépend de la volonté de part et d'autre de vouloir continuer la guerre. D'un côté, on voit bien que chez les Russes, on va continuer, et que l'Ukraine veut aussi continuer. Mais il y a une situation sur le terrain, une réalité, et une situation internationale que vous avez rappelée, qui existe, effectivement, qui va quand même modifier les relations. Donc maintenant, cessez-le-feu, gel, très difficile à dire. De toute façon, ça sera un processus. Au début, si on veut commencer à négocier, sérieusement, ça voudra dire on arrête de se battre. Donc arrêter de se battre, ça veut dire un cessez-le-feu respecté. Donc de fait, ça entraîne un gel. Maintenant, on a un certain nombre de cas où les gels durent depuis pas mal d'années. Donc c'est peut-être pas ce qui est recherché. Mais d'un autre côté, si du côté de Poutine, on a occupé du territoire ukrainien et qu'on n'est pas satisfait des négociations à venir, le gel va perdurer, ça sera une zone russe définitive. Et l'Ukraine aura de toute façon perdu le territoire. Et elle pourra toujours dire dans 5, 10 ou 15 ans, je veux le reconquérir. Mais plus le temps s'écoulera, moins ça sera facile. Vladimir Poutine, on peut penser effectivement qu'il se donne le temps, mais y a-t-il tout de même une urgence, une forme d'inquiétude qui se manifeste dans cette nouvelle purge qui a lieu au sein de l'armée et qui s'accélère? Lydie Harouche, vous venez de nous rejoindre. Signe de force ou signe de faiblesse pour le président russe, ça dépend bien sûr des analyses. En tout cas, les limogeages se poursuivent. Oui, vous avez dit le mot de purge. On peut parler également de grand ménage, 2 nouvelles arrestations au sein de l'armée sur ces 2 derniers jours, avec toujours ce même motif avancé, celui de la corruption. Il y a le chef de l'état-major en charge des communications, le général Vadim Chamarine, 52 ans. On le voit, il a été placé en détention par un tribunal militaire. Il risque jusqu'à 15 ans d'emprisonnement, cet homme. Le motif, il aurait accepté un pot de vin particulièrement important. Quelques heures plus tôt, c'est un autre général que l'on voit ici également qui était incarcéré, Vladimir Verteletsky, le chef du département des marchés publics du ministère, accusé lui d'avoir accepté des travaux non terminés. Le montant du préjudice, il est estimé par la justice à 710 000 €. Alors ces dernières semaines, ils se sont effectivement enchaînés, ces limogeages au sein du ministère de la Défense. Regardez, on a 3 personnes. Il y a eu le général Akhmedov, accusé d'échec tactique sur le front qui aurait coûté la vie à de nombreux soldats. On a également Kuznetsov au milieu, c'est lui le chef de l'administration du personnel, accusé de fraude, tout comme cet homme à droite, Ivan Popov. On en avait longuement parlé, il avait été limogé l'an dernier après avoir critiqué l'état-major et cette fois il a été donc arrêté. Une purge jusqu'à la tête du ministère de la Défense, puisque Vladimir Poutine a limogé son très fidèle allié Shoigu, ministre de la Défense. Pendant 12 ans, il a été remplacé par Belousov, donc un technocrate. Et puis il y a quelques jours, également fin avril, c'était le vice-ministre de la Défense, Ivanov, qui était lui aussi démis de ses fonctions, arrêté, je vous laisse deviner, pour corruption, lui aussi arrestation spectaculaire. Et puis comme un avertissement lancé au ministre de la Défense sur fond d'offensive en Ukraine, eh bien certains vont jusqu'à évoquer une lutte de clans. C'est ce que nous dit cet expert militaire Yuri Fedorov, lutte de clans entre le ministère donc de la Défense et le pouvoir. Mais Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, eh bien lui a démenti jeudi toute campagne de purge. On l'écoute. La lutte contre la corruption est un travail constant. Il ne s'agit pas d'une campagne, mais d'un travail permanent. Elle fait partie intégrante des activités de nos services répressifs. Je ne peux rien dire sur les détails des dernières arrestations, je n'ai aucune autorité. Nous ne parlons pas de campagne électorale. La lutte se poursuit dans tous les organes gouvernementaux, tant au niveau fédéral qu'au niveau municipal.
En tout cas, le constat, il est là dans l'armée, les têtes tombent. On peut se demander aujourd'hui si le prochain sur la liste n'est pas Gerasimov, le très loyal chef d'état-major des armées, très loyal à Poutine. Merci beaucoup Lydie, je me tourne bien sûr vers le général du plateau. Mon général Chauvency, que nous disent les profils de ces généraux et autres limogés? Il y en a un tout de même qui est limogé pour absence de résultats sur le front, pour erreur tactique, le reste pour corruption. Vous, comment vous comprenez ce qui est en train de se passer? J'ai essayé de regarder le poste de responsabilité qu'il tenait. Bon, en gros, c'est 60-70% d'administratif, dans la structure administrative du fonctionnement de la défense. Il y a quand même 2 opérationnels. Et puis ce vice-président, ce vice-ministre de la Défense, donc je n'ai pas trop vu à quoi il servait, mais bon, peu importe, il est à l'état-major, ça fait partie, je dirais, du cadre administratif. Donc voilà, donc c'est pas tellement les opérationnels qui sont jugés, à part Popov, qui est un cas très particulier, vous l'avez souligné, et qui quand même a dit que ça n'allait pas quand il commandait la 58e armée au sud, et qui a la réputation d'être un bon officier général. Oui. Donc derrière, on a et dont les déboires sont plus anciens aussi, d'ailleurs. Pardon, les déboires sont plus anciens oui, aussi. Mais on sait que Poutine a la mémoire longue. Oui. Donc il règle ses comptes un jour ou l'autre. Et on le voit à l'antenne d'ailleurs, puisqu'il a comparu hier devant un tribunal. Il y a un autre général qui est passé à travers, qui est celui qui commande les forces aéroportées. Mais les forces aéroportées, c'est elles qui tiennent le principal terrain sur champ de bataille. Ce sont les meilleurs des fantassins. Ouais. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de lutter contre la corruption au sein de l'armée russe et de faire payer ceux qui sont responsables des relatifs échecs sur le terrain? Alors, je pense que ce n'est pas forcément sur le terrain l'échec, c'est plutôt ceux qui ont permis que l'échec arrive sur le terrain en ne donnant pas tous les moyens à l'armée et qu'aujourd'hui, il y a une forme de règlement de compte de ce côté-là. Et pour peut-être une autre raison, dès lors que le PIB estimé de la Russie dédié à la défense, ça correspond à 7-8% du PIB, que 40-45% du budget est consacré, sinon plus, à la guerre. Oui. Il faut quand même que tout l'argent qui est mis au service de l'armée soit effectivement bien utilisé. Et puis, dernier point, effectivement, cette guerre des clans. Moi, je fais juste une remarque. Moi, je suis très surpris qu'en temps de guerre, on retire des généraux. Quand ils ont fait une faute sur le terrain, c'est normal. Bon, il y en a certains, c'est pas le cas. Et qu'on fasse une chasse à la corruption en temps de guerre, on peut être aussi surpris. Voilà. Maintenant, guerre de clan ou pas, ça, je suis incapable de répondre. Mais je dirais que globalement, est-ce que ça ne va pas affaiblir finalement l'armée en tant que telle? Donc là, guerre de pouvoir. Et puis, dernier point, peut-être, une réflexion qu'on peut avoir. Est-ce que Poutine n'avait pas une crainte que cette armée dise que la guerre, ça suffit et c'est la question, se révolter contre c'est la question que j'allais poser. Certains font cette analyse, disent d'ailleurs que Vladimir Poutine a été en catimini en Biélorussie et avant son propre ministre et nouveau ministre de la Défense Belousov, Louis Duclos. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a un danger au sein de ce ministère de la Défense pour Vladimir Poutine aujourd'hui? C'est difficile à dire. Poutine il fait un peu la politique du rotophile, c'est-à-dire qu'il découpe tout ce qui dépasse. On a vu depuis... Il note le général Chauvency. J'embarque une note. Mais on a vu que depuis le coup d'État tenté de Prigojine en juin dernier, il y a des têtes qui sont tombées, chaque mois c'était systématique, notamment Dimitri Utkin et Prigojine dans l'avion qui s'est écrasé. Maintenant, c'est la queue de la comète, ça, c'est ce que vous nous dites de l'affaire Prigojine peut-être? Pour moi, je vois ça comme ça. C'est vrai que autant de grands responsables de la défense qui partent d'un coup, c'est quand même pas anodin comme a dit le général, et c'est peut-être là le vrai signe de la frustration de Vladimir Poutine.